Prière, louange et témoignage. Nous sommes le samedi 19, 19 mars 2022 et il doit être dans les environs de minuit et demi. Donc je poursuis sur le rallye prière sur la sécurité intérieure, donc prolongation. Et donc la thématique d'aujourd'hui porte sur la corruption, la pression du collectif, la pression du collectif. Et j'ai choisi donc cette chanson de Déborah Loukalou, You Testify, nous témoignons, le témoignage. Qu'est-ce qu'il est difficile le témoignage dans certains milieux. Écoutez donc cette chanson.
Déborah Loukalou, une merveille du gospel, pareil, formidable. Il y a véritablement une génération de superbes perles euh, de la musique gospel, de quoi enchanter nos oreilles et nos cœurs également. C'est super. Nous témoignons, nous témoignons. Oh, le témoignage, c'est pas facile de témoigner, hein, parce que quand on décide de témoigner, on décide de, une, sens figuré, hein, de se mettre à nu. C'est-à-dire qu'on va donner quand même une part de soi que on n'aurait pas donné, voilà, qu'on aurait conservé dans notre intimité. Le témoignage, c'est véritablement de parler avec le cœur et non, et de laisser le cœur parler finalement, et non avec forcément la raison. Et donc le témoignage est plein de vérité, euh, et, euh, et parfois de vérité que soi-même on ne s'attendait pas à pouvoir dire, mais le témoignage c'est ça. Le témoignage c'est pouvoir aussi être comme être devant Dieu et pouvoir dire les vérités, notre parcours, ce que l'on a fait, et puis reconnaître qui on est simplement, sans nier aucun élément de notre parcours. Le témoignage, c'est véritablement être vrai, c'est être vrai et ne pas cacher, ne pas divulguer. Et c'est un peu ça la renaissance, un peu dans la religion évangélique et chrétienne, c'est pour cela que les baptêmes sont souvent réalisés à l'âge adolescente, mais adulte aussi, euh, voilà, des personnes, parce qu'il faut cette adhésion véritable et consciente de ce que c'est que de dire que on est évangélique, qu'on est chrétien. Il faut le faire voilà, en pleine conscience. Le témoignage. Quand on témoigne, on prend aussi quelques risques. On prend le risque devant nous, ce soit des personnes qui ne soient pas converties. Et donc les personnes qui ne sont pas converties n'ont pas le même discours et n'ont pas forcément la même vision de la vie que nous, et n'ont pas le même regard sur la vie que ceux qui sont convertis. Et ceux qui sont nouvellement convertis ont un tout autre regard que les anciens. Parce que ceux-là, ils sont tout frais. Et comme ils sont tout frais, eh ben, généralement, c'est véritablement au plus beau de la conversion. Et donc voilà. C'est la conversion, c'est véritablement faire le choix. Faire le choix de s'adonner à une vie, faire le choix de vivre conformément à nos principes et à nos valeurs, en respect avec la parole de Dieu. Et lorsqu'on témoigne, c'est aussi prendre le risque de l'impact que ça va avoir autour de nous. Et il y a des individus qui n'ont pas forcément envie d'entendre certaines réalités. Parce que le témoignage, c'est aussi dire ce qui n'a pas été, et dire ce que l'on a fait, mais dire aussi ce qu'on a reçu ou ce que l'on nous a fait. Et, dans ce sens, et puis aussi, il y a aussi la phase de pardon. Mais pour avoir la phase de pardon, il faut aussi admettre ce qui a été fait pour pouvoir passer voilà, à autre chose. Et le témoignage, ça peut donner derrière aussi certaines répercussions, que ça peut être aussi très mal reçu par l'environnement, que ce soit amical ou familial. Bon, la majeure partie du temps, les témoignages sont très beaux, hein, et les familles voient le changement, et c'est plutôt très positif. Mais témoigner sans même entrer dans la religion, mais de manière globale, être témoin d'un événement peut avoir, après derrière avoir un certain nombre de répercussions sur sa vie et sur la vie de son entourage également. Donc le témoignage n'est pas anodin, le témoignage doit être réfléchi, parce qu'il y a après des répercussions. Et donc pour revenir à le sujet de ce soir, qui concerne la corruption, la pression du collectif. La
pression du collectif et la corruption. Corrompre quelque chose. Allez, je vais tenter de donner une définition de ce que c'est que la corruption. Je dirais que la corruption est l'acte par lequel des individus qui sont dotés d'un code de déontologie, d'éthique et de valeurs sont amenés par différents moyens, différents vices, à contourner ce code de déontologie, d'éthique et de valeurs. Et donc ils le contournent de sorte à pouvoir en tirer un fruit et que ça leur apporte soit de l'argent financier, soit un avantage en nature, soit un avantage quelconque, mais un avantage certain qui leur apporte un confort supplémentaire. C'est ça la corruption. En tout cas, c'est la définition que je vous donne ce soir de la corruption. C'est véritablement cet aspect comment ça s'appelle, pas de détournement, mais de contournement de contournement du code déontologique et de valeurs d'un corps de métier et le fait de se laisser tenter. Et finalement, derrière la corruption, il y a quelque chose de la tentation, puisque pour être corrompre, il faut être attiré par quelque chose que l'on souhaite particulièrement, ou quelque chose dont on sait qu'on va pouvoir en extraire un intérêt ou un fruit assez productif pour nous. Voilà, la corruption, c'est plutôt péjoratif, c'est plutôt un caractère pernicieux, hein. Et puis, il y a aussi le caractère de dangerosité, puisque si c'est de la corruption, c'est bien souvent une infraction reconnue donc par le code justiciaire et donc sanctionnée par le code judiciaire. Donc la corruption, ça revêt différents aspects. Et l'objectif là, lorsque je parle de la corruption, c'est aussi d'aborder quels sont les différents vices qui peuvent amener un individu à se détourner de son code de déontologie, d'éthique et de valeurs. La plupart des individus exercent une profession et dans cette profession, là en l'occurrence, la corruption concerne plus la question de la sécurité intérieure, hein, donc les hommes et les femmes qui adhèrent à un code de déontologie, d'éthique, qui les oblige, qui les astreint à un certain comportement, à une certaine attitude, à une certaine neutralité est censé être incorruptible. Et toute la difficulté, c'est comme la corruption est en rapport avec la question de la tentation, c'est qu'il faut accorder à ces individus les moyens de ne pas pouvoir se laisser tenter. Dans ce sens où c'est l'individu qui a du mal à finir ses fins de mois, l'individu qui a du mal à payer son loyer et qui se retrouve embarqué dans une affaire et il s'avère qu'ils font une saisie lors de cette perquisition. Il faut une saisie assez importante d'argent. Le policier a du mal à finir ses mois. Et il s'avère que c'est une forme de projection. Et dans son groupe, tous ils sont aussi un petit peu en difficulté. Et ils tombent lors d'une saisie sur des sommes d'argent, du fait de deals ou autre. À votre avis, est-ce qu'à un moment donné, l'un ou plusieurs d'eux ne se diraient pas que ça serait simple de garder peut-être pas toute la somme, mais ne serait-ce qu'un pack de billets et de pouvoir apporter un peu de confort à chacun d'eux. Voilà. C'est je dirais que c'est plutôt la version européenne, mais en Afrique, les bakchiches, c'est pas quelque chose de rare, hein. En Afrique, les bakchiches, c'est quelque chose d'anodin, c'est dans la culture, voilà.
les touristes savent pertinemment qu'il faut toujours prévoir le bakshish, notamment lorsque vous traversez, vous êtes amené à traverser des zones assez dangereuses. Donc, voilà, en Afrique, c'est dans la culture. C'est dans la culture. Alors que en Europe, en Europe, tente plutôt de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas cet aspect de corruption. Mais dans les faits, je pense que c'est un sujet bien complexe que celui de la corruption. Et c'est véritablement aussi la question de la tentation. Et la tentation, c'est lorsque des individus se retrouvent comme ça face à une prise assez importante d'argent et que eux-mêmes ont du mal à finir leur mois. Et comment font-ils? Comment font-ils? Quels choix font-ils? Est-ce possible de pouvoir tenir son code de déontologie et d'éthique dans ce type de situation? Et le collectif va être très, 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 très important dans ce type de situation. Le collectif, c'est l'ensemble des individus qui vont composer la brigade dans laquelle le ou la policière se trouve. Et, ce collectif, ça va au-delà seulement d'un code de déontologie, parce que lorsqu'ils interviennent sur le terrain, euh, finalement, il y a une réciprocité dans la protection, hein, puisque le policier a confiance en son collègue pour le venir en aide en cas de souci, et réciproquement. Ils interviennent sur un site, le collectif, c'est véritablement faire je dirais corps, mais le faire, surtout être ensemble, être dans une forme de solidarité, mais véritable solidarité, de sorte à pouvoir se couvrir. Et le terme couvert est aussi important parce que autant il se couvre sur le plan de la protection physique, hein, pour éviter qu'il y en ait un qui soit atteint par une balle ou autre. Mais autant, ça peut aussi avoir, on peut aussi dans ce cadre-là évoquer la protection sur le plan aussi administratif. Et la protection sur le plan administratif, c'est parfois avoir des difficultés à divulguer des informations qui ont d'irrégularités sur le terrain qu'un ou une collègue aurait fait. Et ça, c'est dans le comportement habituel, que ce soit dans tout corps de métier, mais généralement dans tout corps de métier, on a plutôt tendance à essayer voilà, de ne pas divulguer tous les dysfonctionnements ou toutes les anomalies que l'on peut constater dans la gestion que l'autre a que la collègue ou le collègue a dans son activité professionnelle. C'est un peu le même principe. Les policiers sont aussi sur le même principe. Et quand on est dans un collectif où il y a un chef de brigade, il est important le chef de brigade, qui définit finalement les conditions dans lesquelles ce collectif va se constituer. Et ben, si le collectif, lorsque tu es dans ce collectif, tu t'es été amené à être confronté à constater des dysfonctionnements ou des anomalies par rapport au code de déontologie et éthique dans lesquels vous êtes censé pouvoir travailler, tu es en difficulté. Tu es en grande difficulté parce que tu vas là, soit tu te tais et tu suis, soit tu t'opposes, tu vas en contradiction, ou tu dénonces. J'allais dire témoigner, mais non, là, ça serait véritablement, parce que là, tu constates une irrégularité par rapport à ce qu'on t'a appris, toi, à travailler. Si tu fais le choix de divulguer, c'est-à-dire le choix de ce qu'ils, eux, vont considérer, hein, ce que le collectif va considérer être une trahison, eh ben, tu sors tu sors complètement du collectif. Et si tu sors du collectif, tu deviens ennemi de ce collectif. Tu deviens ennemi de ce collectif. Et c'est particulièrement dangereux. Dans tout groupe, tout groupe fonctionne autour d'une personnalité forte qui
conduit voilà, le mouvement ou qui dicte un petit peu voilà, la conduite à tenir. Généralement, pour que un élément et le collectif a une pression sur l'individu telle que, parce qu'il y a la question de la peur du rejet. L'individu qui parle, euh, l'individu qui parle doit s'attendre à ce qu'il y ait un retour particulièrement négatif du collectif. Il sort du collectif. S'il est hors du collectif, non seulement il est hors du collectif, mais bon, ils vont le considérer comme étant contre ce collectif. Et quand ils vont le considérer comme étant contre ce collectif, ils vont tout mettre en œuvre pour que pour, pour qu'il se rétracte et pour il change de positionnement. Et ça va être très compliqué, très compliqué. Les policiers ou les agents qui se risquent à dénoncer le fonctionnement d'un collectif, alors qu'ils sont dans ce collectif, hein, alors qu'ils sont dans ce collectif, et même s'ils n'étaient pas dans ce collectif, prennent énormément de risques parce qu'ils brisent une forme de loi du silence, hein, par laquelle ils doivent une fidélité finalement à ce collectif-là. Ils doivent une fidélité. C'est même pas qu'ils doivent une fidélité à la société civile, mais le collectif finalement se constitue de telle manière qu'ils doivent, ils doivent une forme de fidélité à ce collectif-là. Parce que quand quand ils sont sur le terrain, bah, c'est le collègue qui est là pour pouvoir rattraper le coup, pour pouvoir le sauver s'il le faut. Et ça noue des liens, ça noue des liens forts. Euh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Euh, c'est compliqué pour ma part, j'aimerais pas me trouver dans ce type de situation où, où vous vous trouvez dans une situation où vous constatez que les faits qui sont réalisés sur le terrain sont loin de ce qui devrait être. Et non seulement sont loin de ce qui devrait être, mais qu'il y a un constat de violence gratuite, de racisme, de détournement de fonds, euh, et, euh, et vous pouvez rien dire. Et vous pouvez rien dire. Si, tu peux dire quelque chose, mais si tu parles alors même que tu es dans ce groupe, alors même que tu es encore dans cette brigade, tu prends le risque derrière, parce qu'il y a des répercussions importantes. Et tu vas voir, tu vas aller te rendre à la direction. tu, tu vas aller te rendre à la direction et tu vas souhaiter aller dire à la direction les événements et ce qui se passe. Mais souvent, tu t'apercevras que la direction est loin d'être naïve et que en fait, les membres de la direction étaient déjà informés de ce qui se passait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui aura violé une loi du silence. Et alors que tu souhaitais plutôt positivement aller mener une action pour dénoncer les dysfonctionnements et faire améliorer le système de fonctionnement dans l'établissement, et bien concrètement, c'est toi qui seras le dysfonctionnement dans ce collectif-là. Et puisque tu seras le dysfonctionnement dans ce collectif-là, ils vont essayer de faire en sorte de te dissuader et voilà, de te rétracter sur tes propos. Et, et là, il va falloir être particulièrement fort sur le plan psychologique pour pouvoir tenir. Et puis, trouver les réseaux qu'il te faille voilà, pour pouvoir t'aider et t'accompagner dans cette démarche. Honnêtement, je te déconseillerais, moi, tant que tu es dans une brigade et que tu travailles au sein d'une brigade, je te déconseillerais de tenter ce type de confrontation parce qu'en fait, tu n'auras pas forcément ta hiérarchie qui te soutiendra. La hiérarchie n'est pas du tout naïve. Ils savent pertinemment ce qu'il se passe. Si toi tu arrives et que tu découvres ce fonctionnement-là,
Eux n'arrivent pas. Et ça fait pour la plupart des années qui fonctionnent de cette manière. Et il leur est très facile de mettre la pression pour que, voilà, pour que tu te rétractes. Il est nettement préférable, il est nettement préférable pour toi d'attendre de quitter la brigade. Et si tu as des éléments voilà, si tu as véritablement des constats de dysfonctionnement, c'est d'attendre de quitter la brigade. Tant que tu es dans cette brigade, tu seras en danger en violant la loi du silence. Et ta famille aussi sera mise en danger. Tu auras la pression de la direction et tu seras seul. Et tu seras seul. Déjà dans d'autres milieux professionnels, tu constateras que bien souvent que celui ou celle qui ose parler et dire ce qui ne va pas, eh ben souvent cette personne se retrouve seule parce que même les autres collègues qui eux aussi ont ce constat des dysfonctionnements au sein de la structure, ben, au moment où ils vont se retrouver devant les dirigeants de l'entreprise, personne ne parlera personne ne parlera et tu vas te retrouver seul à dire ce qui ne va pas et tu vas te retrouver face à une hiérarchie qui ont des techniques d'encadrement, des techniques qui leur permettent en somme que tu ressortes des entretiens en ayant l'impression qu'il n'y avait absolument rien. Et ça s'apprend aussi. Et les cadres, c'est pas pour rien qu'ils sont cadres, c'est que et ce type de stratégie, ils le savent très bien comment faire en sorte un salarié qui a certes des reproches et des doléances fondées à faire, reparte en ayant l'impression qu'en fait, que c'est lui ou elle qui est en tort. Si tu te retrouves seul dans une structure, certes peut-être avec un représentant du personnel, euh, tu vas être en grande difficulté. Donc ça, dans un secteur ou dans le milieu de ce que j'appelle la sécurité intérieure, c'est particulièrement difficile à vivre. Le nombre de morts, de décès au sein de la police est énorme. On en parle moins cette année qu'on en a parlé l'année dernière. Sur l'année 2021, les chiffres en fin d'année, je ne les ai pas, mais je me souviens de toutes les publications qui étaient faites sur à peu près un décès chaque 2 à 3 jours. C'est énorme. C'est énorme le nombre de décès qu'il y a au sein de la police ou des corps des métiers de la sécurité intérieure. Et beaucoup de ces décès étaient liés à des suicides, euh, ou des circonstances que l'on pourrait définir comme douteuses. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, donc, c'est sur le plan psychologique et sur le plan psychiatrique, c'est un métier qui est déjà sous pression lorsque vous êtes vous-même, vous êtes sous pression dans un métier qui est très difficile, avec un milieu familial qui parfois aussi est compliqué, parce que, voilà, et ben c'est particulièrement compliqué de pouvoir garder le mental si en plus de ça vous n'avez pas la très bonne hygiène de vie qu'il faut pour pouvoir tenir le coup et tenir la distance. Tenir la distance. La hiérarchie. Et quand c'est la hiérarchie voilà, qui dysfonctionne, quand c'est la hiérarchie qui dysfonctionne, comment fait-on? C'est compliqué hein, quand on voit que un chef de brigade ou un directeur, entre eux peut-être même, qu'ils détournent aussi des fonds. C'est compliqué hein, de vouloir aller dénoncer ce type de fait. Parce que quand on arrive comme ça dans un métier, on est souvent idéaliste. Et on a envie du meilleur, on a envie de donner du meilleur et on a envie de recevoir aussi du meilleur. On pense que c'est souvent
Les gens vont tous être bien, gentils, vraiment avec un code de déontologie à le suivre, impeccable. Et puis sur le terrain, il y a une réalité sur le terrain et la réalité sur le terrain est parfois étonnante. Parfois étonnante. C'est et, et donc après, beaucoup sont un peu déconcertés et avec toutes les difficultés qu'il y a vite fait de sombrer. Il y a vite fait de sombrer. Il faut savoir prendre la bonne décision au bon moment, avant que la réalité finalement devienne trop difficile à supporter. Et quand cette réalité est trop difficile à supporter, le psyché va faire une forme de voilà, décompensation. Et voilà, ou soit une décompensation, soit voudra fuir cette réalité qui est trop difficile à vivre. D'où les actes de suicide. Voilà, des membres des corps de métier de la sécurité intérieure. Il faut prendre la bonne décision au bon moment. Il faut aussi savoir opérer les difficultés dans lesquelles peuvent être confrontés un ou une de vos collègues. Lorsque c'est la hiérarchie ou la direction qui déconne, soit tu parviens à mobiliser tout le collectif, mais en étant sûr que le collectif te suivra jusqu'au bout. Dis-toi bien que c'est rare, hein, c'est rare, parce que les gens ont des familles à nourrir. Les gens, ils pensent à payer leur crédit tous les mois. C'est les gens voilà, qui se mettent un objectif et qui restent dans leur camper dans leurs valeurs, dans leur déontologie, dans leur éthique. Voilà, c'est rare. C'est rare. La majorité du temps, c'est seul que tu vas te retrouver voilà, en tout cas dénoncer ces faits et il va falloir être très seul ou avec quelques-uns, mais il va falloir les porter. Quelques-uns, quelques-unes, mais il va falloir les porter pour les emporter avec toi parce que c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. La corruption a des effets pervers parce que finalement, c'est ce qui salit l'image de votre métier. C'est ce doute sur l'intégrité finalement des agents. Et lorsque vous allez devant des bandes de jeunes pour aller dialoguer et que ces jeunes savent que ce que vous faites, que vous détournez des fonds, que vous détournez de l'argent, que vous détournez peut-être même de la drogue, ces jeunes, si vous venez leur dire quoi que ce soit, ils vont avoir des difficultés à vous suivre. Il faut avoir des signes. D'où les heurts. Hein. Il faut véritablement avoir une respectabilité telle que, voilà, ça les impressionne, entre guillemets. Mais impossible. Il n'est pas possible de détourner des fonds, et ils s'attendent après que les jeunes vous suivent. Il faut énormément de respectabilité et énormément de déontologie et d'éthique et de valeurs également. La corruption, la pression du collectif, la pression elle est réelle et la pression est physique. La pression, elle est physique et elle est psychologique. Et je pense que chacune d'entre vous le savent, que quelque part, ce collectif dans lequel à un moment où vous êtes rentré dans cette équipe, vous avez intégré cette équipe, vous avez intégré le fonctionnement de cette équipe. Soit vous en sortez dans le cadre du travail, mais en sortir
dans le cadre d'une dénonciation de faits. Et en plus de ça, c'est long. C'est long. Le temps que le parquet financier ou le parquet se saisisse de cette affaire, hein, c'est en plus avec le temps de trouver les bons interlocuteurs, parce que c'est un sacré imbroglio pour savoir vers quel interlocuteur et qui pourrait se saisir assez rapidement pour prendre les décisions qu'il faille, pour non seulement assurer la protection des policiers et de leurs familles le plus rapidement possible. C'est particulièrement complexe. C'est particulièrement complexe. Tu es sur du sable mouvant. Et quand on est sur du sable mouvant, il faut avancer. Peut-être avancer, mais tout doucement. Tout, mais vraiment tout doucement. Parce qu'il faut prendre tous les aspects en compte pour se sortir de là. C'est très, très, très compliqué. C'est prendre un engagement, mais là, véritablement, c'est un engagement sur lequel, qui va vous demander, je dirais, beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement et il faut savoir se prémunir et prémunir aussi votre entourage. Et c'est sur la réactivité que c'est primordial. C'est-à-dire, il faudrait que le parquet puisse s'engager à, justement, dans ce type de situation, à une réactivité telle que toutes les mesures sont prises assez rapidement pour, d'une part, mettre en protection l'individu et sa famille et que les enquêtes puissent être menées assez rapidement. La pression du collectif, ça c'est partout, toutes les générations. La pression du collectif, même adulte, hein, ce n'est pas simple, hein, c'est pas simple, sauf si on est extérieur à ce collectif, c'est différent. Mais ceux qui sont impliqués dans ce collectif, quand on arrive sur un site ou sur un lieu d'intervention, c'est pas le même esprit. Si vous savez que vous êtes au sein de ce collectif, soudé à ce collectif-là, donc les enjeux pour ceux qui sont dans ce collectif-là sont très importants. Parce que c'est leur collectif et ils ne prendront pas le risque de se mettre en danger dans leur collectif. Voilà. Corruption. Je vais terminer par un temps de prière et puis voilà. Donc Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie de ce temps de prière, Seigneur. Je te remercie d'avoir donné la force et l'énergie et d'avoir mis les paroles et les mots qui, j'espère, aura pu toucher les cœurs, Seigneur. Je voudrais prier, Seigneur, pour tous ces hommes et ces femmes de la sécurité intérieure, Seigneur, qui sont peut-être aujourd'hui sur du sable mouvant, Seigneur, et qui en appellent, Seigneur, à ton aide, Seigneur. Seigneur, toi, tu arrives à débloquer des situations, même les situations qui paraissent les plus sombres, Seigneur. Toi, tu arrives, Seigneur, à mettre de la lumière partout, Seigneur, pour que, Seigneur, chacun puisse trouver le chemin qui va permettre de résoudre leurs difficultés. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ce que tu feras, Seigneur, pour faire évoluer les actions, évoluer les événements, évoluer les choses, de sorte à ce que tous puissent se garantir, se prémunir de tout acte de pression, Seigneur, d'un collectif, que tous puissent s'assurer de l'intégrité de leur système du judiciaire et de leur système de fonctionnement policier. Seigneur, je te rends grâce pour qui tu es, Seigneur. Je te rends grâce pour ta présence. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ton amour au quotidien. Sois béni, Éternel, pour l'amour que tu donnes à tous ceux qui ont foi et estime, Seigneur. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu tends la main à tous ceux qui veulent. Sois béni pour qui tu es. Amen. Bonne soirée.